toutes nos sincères excuses pour ce léger retard au démarrage du débrief de l'actualité. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit 5 sur 5 pour décrypter l'actualité. Chaque minute, l'équivalent d'un camion de plastique est déversé dans les océans. Les décharges à ciel ouvert prolifèrent, les rivières étouffent, les sols s'appauvrissent. Et pourtant, les solutions existent. Ce soir, nous posons la question cruciale: comment sauver notre environnement face à la pollution plastique et autres ordures jonchées un peu partout, jonchent les rues des villes et de l'arrière-pays notamment. Nos invités partageront leur analyse et leur vision d'un monde plus propre, durable et plus responsable. D'où la thématique centrale du débrief de l'actualité: déchets plastiques et ordures, comment sauver notre environnement, puisque demain, ce 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Et quand on parle d'environnement, il y a un visage connu, très connu sur l'ensemble du triangle national, mais aussi à l'étranger. Il est prescripteur du mouvement Écologie en marche. Il sort du terrain parce que la journée a déjà démarré avec plusieurs activités. Didier Yimkwa, qu'on ne présente plus. Bonsoir. Bonsoir Lille. Bonsoir téléspectateurs. Je te laisserai le loisir de présenter mes co-débattants. Merci de m'avoir invité à 24 heures de la journée mondiale de l'environnement. Mais sauf que toute la semaine, nous sommes sur le terrain. Nous avons reçu des flots d'informations sur la ville de Douala, menacée par la submersion marine. C'est des informations que nous sommes allés recueillir auprès des experts qui peuvent parler de ces choses ex cathedra. Je parle comme ça de mon ami le professeur Raphaël Onguene, qui travaille sur les questions d'inondation dans la ville de Douala. Donc ce matin, nous étions à Songonga. Songonga, c'est un quartier, bloc 11 de la commune d'arrondissement de Douala 3e, pour voir comment les populations ont presque tout détruit, les mangroves pour s'installer. Ils vont jusqu'à porter les blocs de sédiments pour faire des remblais. Et cela expose malheureusement la façade maritime à l'érosion côtière. Ensuite, nous sommes retrouvés à Missolet, parce qu'il a plu dans la nuit et il y a eu une inondation. Il y a eu un enfant qui est tombé dans ce cours d'eau là au niveau du pont cassé. Heureusement qu'il n'est pas mort. On discutait avec les populations, les chefs de quartier, comment ils font aujourd'hui pour renforcer leur résilience au stress climatique. Qu'est-ce que l'État fait pour eux? Oui, certains ont parlé, certains n'ont pas parlé, peut-être par peur de représailles, ou bien certains vous disent que c'est bon, peut-être croyant qu'en le disant, ils seront épargnés des démolitions. Pourtant, nous sommes là dans ce qu'on appelle l'environnement solidarité. Nous pensons qu'en faisant ce genre de constat, cela pourrait amener les décideurs à vite faire pour réduire les vulnérabilités face à ces contraintes. D'accord, merci à vous et on tient à vous féliciter pour le travail. C'est bénévole que vous abattez tout à fait. Au quotidien sur le terrain et on espère que les ministères en charge pourront reconnaître ce travail abattu déjà. D'ailleurs, vous avez participé aux états généraux des déchets organisés par Célestine Kecha-Cortez à Yaoundé. Donc, on reconnaît déjà votre travail et continuez. Félicitations à vous. Lui, il a été présenté sur les antennes de Canal 2 International il y a plusieurs années déjà. Il faisait du charbon écologique grâce à Deutsche Welle en partenariat avec Canal 2 International. On a passé toute une journée avec lui pour voir un peu comment ça se passe sur le terrain. Muller Nandou Tekou, aujourd'hui il est CEO de Kemet Écologie dans la transformation des déchets en charbon écologique. Bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de l'émission de l'actu dans tout le monde entier. Merci à nos copanélistes qui sont là. C'est un honneur pour moi de revenir à Canal 2 après quelques années. Ouais, ça faisait longtemps. Tout à fait. Cette belle expérience avec la Deutsche Welle. Tout à fait. Où on a passé une journée avec vous. Oui. C'était un moment assez exceptionnel. Malheureusement, il y a eu un coup dur en 2023. Oui. Vous avez tout perdu à cause des casses. Tout à fait. La communauté urbaine a détruit la zone de Youpoué où était installée l'usine et malheureusement, on a été aussi détruit. Donc, ça fait 2 ans qu'on est en pleine reconstruction. Voilà. Beaucoup de courage à vous, hein. C'est pas évident. Lui, il est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais.
vous le connaissez, puisque beaucoup ont fait le commentaire sur sa présence sur ce plateau sur les réseaux sociaux. Jean-Claude Youtfils, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Lille, merci de nous avoir invité le Rassemblement démocratique peuple camerounais. Nous sommes heureux de partager le plateau avec les différents experts de l'environnement et de l'écologie. Le Rassemblement démocratique peuple camerounais, à travers le président national, le président de la République, nous avons une vision dans le sens du développement et de la préservation de l'environnement. Nous aurons le temps de développer en quoi la préservation des mangroves préoccupe au premier plan le gouvernement à travers le plan régional de protection des mangroves mis par le Conseil régional du littoral et avec le système de la finance climatique qui est mise sur pied où les populations qui pensent qu'elles peuvent détruire les mangroves pour pouvoir continuer à survivre, en réalité, elles doivent plutôt savoir que c'est de l'or en les préservant, parce qu'en les préservant, c'est même plutôt là où leurs conditions de vie vont s'améliorer. Mais avant, vous invité vos fans dimanche, parce que c'est ancien d'église. Non, président des affaires économiques de la paroisse Sainte-Anne de Komondor. C'est un quartier populaire de la ville. La paroisse Sainte-Anne de Komondor a décidé de pouvoir nous faire appel à nous et de nous demander de prendre les rênes des affaires économiques. Donc l'installation c'est dimanche. L'installation c'est dimanche à 9h. Au culte de la Pentecôte. Oui. Oui, à 9h à cette même paroisse Sainte-Anne de Komondor. Et les membres du forum du conseil régional sont invités également. Un clin d'œil, on se comprend. Lui, c'est un homme des médias, mais lui préfère la plume, le bic. Djibril Kenfak Sado, journaliste à Cameroun Business Today, c'est une branche de Sopecam, c'est ça. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, et bonsoir mes co-panélistes, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et nous sommes là dans un contexte où demain nous célébrons la journée mondiale de l'environnement et la thématique principale c'est justement mettre fin à la pollution plastique mondiale. Donc je pense que la thématique est intéressante, ce d'autant plus que les états généraux des ordures viennent de se dérouler à Yaoundé. Et s'il y a tout ce ramdam du gouvernement autour de la question, ça veut dire qu'il y a matière à réflexion. D'accord. Et Cameroun Today Business, ça paraît quand? Cameroun Business Today, c'est l'hebdomadaire économique de la Sopecam et ce journal paraît chaque mercredi. D'accord, on est mercredi. L'édition d'aujourd'hui est en kiosque. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci pour votre sympathie au débrief de l'actualité. Je vais commencer immédiatement parce qu'on va straight to the point, vous le savez Didier. Quelle est l'ampleur réelle de la pollution plastique aujourd'hui au Cameroun, puisque la célébration du 5 juin est axée justement sur la lutte contre les déchets plastiques? Oui, c'est un sérieux problème. Il faut dire que, je crois, sur 2 années consécutives, on ne parle que de l'élimination des déchets plastiques. L'année passée, on était autour des pollutions plastiques. Évidemment, parce que le déchet plastique aujourd'hui, qui paradoxalement est l'une des grandes découvertes de la chimie industrielle, parce que le plastique... au-delà du fait qu'on l'utilise de 1000 manières pour emballer ce que nous consommons, il est aussi un substrat de communication. Donc ça fait 2 années parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que c'est devenu le véritable poison de l'environnement. Là où j'étais, à Songongan, bloc 11 pour ceux qui nous regardent, ce qui m'a frappé évidemment, c'est que nous avons trouvé des quantités énormes de bouteilles plastique vide. Et les études ont été démontrées que si rien n'est fait aujourd'hui, d'ici 2100, on n'aura plus de déchets plastiques en mer que de poissons. Au-delà même du fait qu'on ne parle que de la pollution physique, c'est-à-dire ce que nous voyons, ce qui détériore la physionomie de la ville, avec tout ce qu'il y a comme risque écologique, environnemental, parce que nous savons très bien que ce qui, malheureusement, renforce l'acuité des inondations, c'est parce que ces bouteilles vides bouchent
les drains, c'est-à-dire les rigoles et les caniveaux. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que pour avoir le plastique qu'on a là, il faut utiliser des substances chimiques. Donc vous avez plus de 10 substances chimiques qui rentrent dans la fabrication de ces bouteilles plastiques. Et la destruction de ces bouteilles plastiques, on ne détruit pas les substances chimiques qui vont se retrouver de façon sous forme de diffusion dans le sol, le sous-sol. Et c'est ça qui crée de nombreuses maladies, de nombreuses pathologies aujourd'hui chroniques, comme le cancer, ça affecte même le QI, il y a des pathologies dégénératives. Donc c'est un véritable problème. Et ce qui est d'autant grave, c'est que le pouvoir aujourd'hui est incapable de vous dire exactement quelle est la quantité de déchets plastiques qui sont produits par an dans ce pays. On a encore le chiffre, je crois, de 2017, c'est-à-dire 600 000 tonnes. On est bloqué, le curseur s'est arrêté à ce niveau-là. Oui, je n'ai pas, il faut dire la vérité, je n'ai pas la capacité d'évaluer la quantité de déchets plastiques aujourd'hui, mais nous sommes restés au niveau du chiffre officiel, 6 millions de tonnes par an d'ordures ménagères, 10%, ça dit 600 tonnes de déchets plastiques. À l'époque, lorsqu'on nous disait ça, on nous disait que 40% devaient être incinérés, pas brûlés, parce que le brûlage est interdit par la loi. Une bonne partie réutilisée. Mais malheureusement, ce que je regarde, j'observe aujourd'hui avec les yeux d'un militant écologiste, c'est que nous sommes très loin. Nous sommes à 5% de recyclage des déchets au Cameroun de façon générale. Et je vais sortir par un fait que je remarque aujourd'hui. Voyez-vous, depuis un certain temps, Douala est en chantier. On utilise de plus en plus des pavés pour les routes. Mais je ne suis pas sûr qu'on a utilisé 1 tonne de pavés fabriqués à partir des déchets plastiques. On viendra dessus tout à l'heure, rassurez-vous. Muller, vous qui vivez pratiquement avec les déchets, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Plus de plastique, un mélange de tout cela, ordures ménagères avec des plastiques? Alors, ce que moi j'observe sur le terrain, c'est une amplification, n'est-ce pas, de la pollution des déchets plastiques. Et ce que M. Didier parlait tout à l'heure, c'est la face visible de l'iceberg. Il y a ce qu'on appelle les microplastiques qui polluent 50 fois plus dangereusement que les plastiques que nous voyons à l'air, à l'œil nu. Et ces microplastiques se retrouvent dans des cours d'eau. C'est ça que les crabes, les mollusques, les vers de terre, les poissons mangent. Et ça se retrouve dans leur milieu intérieur. Et nous, les hommes, nous consommons ces microplastiques, ce qui pose un problème de santé générale. Donc, le constat sur le terrain est tellement dramatique parce que les actions ne suivent pas à la hauteur de l'ampleur, n'est-ce pas, de la pollution plastique et même des déchets ménagers. Donc, voilà un peu ce que moi je peux dire à ce sujet. Est-ce qu'on regarde de l'évaluation posée sur la table? Est-ce que les uns et les autres sont conscients de l'impact sanitaire et environnemental des ordures non traitées que l'on retrouve un peu partout dans nos villes et campagnes? Bon, c'est vrai que la réalité est connue. Actuellement, les chiffres même convoqués par le ministère de l'Environnement, M. Yimkwala l'a relevé tout à l'heure, parlent d'eux-mêmes. C'est vrai que le ministère de l'Environnement parle de pratiquement 600 000 tonnes de déchets plastiques qui sont produits par an au Cameroun. Et nous savons que la proportion des déchets ménagers produits par nos communes sont autour de 6 millions de tonnes. Donc ça veut dire que la réalité est là, la réalité est perceptible sur le terrain, que ce soit dans nos marchés, que ce soit dans les rigoles, que ce soit en mer, parce qu'il faut le relever également. Au niveau mondial, on sait que c'est environ 11 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont déversés en mer chaque année. Ça traduit l'ampleur de la problématique des déchets plastiques. Et M. Yimkwa a également relevé quelque chose. Le fait que vous l'avez relevé, s'il y a cette mobilisation autour des déchets plastiques, ça veut dire qu'il y a matière à réflexion et on pense qu'il est important de sensibiliser davantage, de mettre l'accent sur le nœud. Le nœud étant quoi? C'est que c'est une problématique, mais de l'autre côté, c'est aussi quelque chose. Les déchets plastiques, c'est une mine d'or que l'on peut transformer en... Mais vous qui êtes sur le terrain, est-ce que les populations en ont conscience de la dangerosité de ces déchets-là? Généralement, les populations ne sont pas toujours au fait de ce que ces emballages plastiques représentent des dangers. Et d'où l'importance de sensibiliser, en fait, parce que le gouvernement le fait déjà. Nous savons ce qui se passe avec le fait marqueur.
Parce qu'en 2012, le gouvernement a pris cet arrêté conjoint qui portait interdiction de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables de moins de 60 microns. Ça veut dire que si le gouvernement l'a pris, le gouvernement est conscient de ce que ces emballages-là représentent des dangers. Ces emballages-là représentent une menace pour l'environnement en général. Les populations de l'autre côté ont aussi intérêt à emboîter le pas et à comprendre que ces emballages plastiques-là sont une menace pour leur environnement. Nous avons suivi ce que M. Yinkwa disait tout à l'heure de l'endroit où il ressort. Si on va à Manoka, on va se rendre compte que la mangrove pratiquement est détruite. Or, pourtant, ces emballages plastiques-là qui sont en mer peuvent être collectés et recyclés. D'accord, mais avant le recyclage, aujourd'hui, il y a un décor désolant. Les décharges à ciel ouvert, ça prolifère, les rivières étouffent, les sols s'appauvrissent. Pourquoi est-ce que la gestion des déchets pose un réel problème dans notre pays? Youth, fils. Ça pose un problème parce qu'en réalité, l'ensemble des acteurs qui interviennent, chacun en ce qui le concerne n'a pas encore joué pleinement son rôle. Donc, c'est-à-dire nous, les usagers, donc les ménages, ceux qui doivent procéder également au tri des ordures ménagères, ensuite la pré-collecte, ensuite la collecte, ensuite après la collecte maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Il faudrait également qu'on sache que c'est toute une chaîne de valeur de produits qui peuvent en découler. Il faudrait que nous mettions sur pied les systèmes d'usine et de traitement qui nous permettent d'arriver jusqu'à la production de l'énergie électrique. Donc, c'est-à-dire que c'est le déchet final qu'on en arrive jusqu'au brûleur. Et les brûleurs qui nous amènent donc dans un système d'énergie. Nous saluons la nationalisation des NEO par l'État. Qui est maintenant actionnaire majoritaire à 51%, ce qui va permettre à ce que la politique de l'État va bel et bien se mettre en place et elle ne sera plus occultée par une vision capitaliste à outrance. C'est pas le sujet. Ce qui est important ici, c'est de savoir que il faudrait que les agents économiques, donc c'est-à-dire déjà même les ménages, procèdent au tri. Et de cette tri-là, nous devions donc en arriver à cette pré-collecte et on doit donc savoir exactement qu'est-ce qu'on doit en faire. Mais jamais on a eu ce problème de déchets comme ces dernières années. C'est devenu, finalement, c'est notre pot de fleurs, ces ordures-là. On ne comprend pas véritablement ce qui se passe. Est-ce à dire que jusqu'à présent, dans notre pays, on n'a pas encore compris la nécessité de gérer les déchets, surtout les déchets plastiques. Didier Yinkwa a fait un décor désolant, a planté un décor désolant tout à l'heure, et c'est notre quotidien. Les déchets plastiques, c'est vrai que lorsque cette technologie est arrivée, c'était aussi une solution pour pouvoir gérer les déchets du pétrole en ce moment. Mais il faudrait maintenant que nous sachions que nous pouvons les utiliser, mais à bon escient. Et d'une autre manière, sans toutefois détruire notre environnement. Mais ça passe par... Je vous donne un exemple. Si vous ramassez les bouteilles, vous les jetez dans les rigoles, au lieu de pouvoir les mettre dans les sacs poubelles spécialisés et que vous devez les jeter dans les bacs spécialisés, le système par exemple des bacs à ordures avec tri expérimental avait été mis sur pied, où on a constaté qu'on a mis des bacs à ordures jaunes, de couleur jaune et tout. Et après ça a disparu, un peu comme cette décision. Les concitoyens arrivaient, j'étais là même, le sol à côté. Un peu comme la décision aussi de l'interdiction des déchets plastiques, des plastiques, jusqu'aujourd'hui, c'est là. Sur le terrain, on fait des descentes approximatives sur le terrain et jusqu'aujourd'hui, ces plastiques-là fonctionnent, sont dans les marchés un peu partout et ça se retrouve dans nos poubelles. Le problème qui se pose, c'est que interdire, c'est bien beau, mais il faudrait avoir une solution qualitative parce qu'en réalité, les conditionnements des produits, ça doit se faire avec quelque chose. Si vous enlevez le plastique, il faudrait remplacer. Vous le remplacez par quoi? Par exemple, par le verre. Et si vous remplacez par le verre, il faudrait par exemple que nous ayons plusieurs sucres à verre, sans publicité. On ne sait pas le cas. Donc, vous allez vous constater que bon nombre d'entreprises, même déjà, qui utilisent le conditionnement à base du verre,
certaines pour pouvoir être à même de répondre à la demande du marché. Il y a certains qui fabriquent justement pour protéger la nature, mais ils ne sont pas accompagnés. On a des industriels qui font dans les emballages aujourd'hui, malheureusement, pour pouvoir lutter même contre cette pollution-là et qui ne sont pas vulgarisés ou soutenus. Peut-être ce sera l'occasion, quand on viendra sur les solutions tout à l'heure, de faire le point pour ces industriels-là qui participent déjà à la lutte contre de la pollution. Permettez-moi de demander à Didier, pour ce qui est des responsabilités, qui est le plus responsable, citoyen, industriel ou gouvernement dans cette affaire? Le gouvernement d'abord. Parce que le gouvernement a le pouvoir de sanctionner. Vous avez posé tout à l'heure une très belle question à mon ami. Vous lui avez demandé est-ce que les ménages sont vraiment au fait des risques qu'entoure la manipulation des emballages plastiques. Je dis oui. Je dis oui, parce que j'ai discuté avec plusieurs, même chez moi. Les gens continuent d'emballer le couscous chaud dans le plastique. Les gens continuent, quand vous allez en Bopi, vous allez voir... Le coquille, on met le coquille dans le plastique. Or, ils savent très bien qu'il y a des substances, il y a des micro-substances dans ce matériau qui peuvent diffuser du matériau vers l'aliment que nous consommons. On trouve aussi facilement les feuilles vertes. Hein, d'accord, attends, j'arrive. Nous avons fait un tour une fois au marché Bopi. Vous voyez des gens qui stockent des palettes et des palettes de boissons gazeuses au soleil. Alors que des études ont été démontrées que au soleil, le soleil accélère la diffusion des substances chimiques du matériau vers l'aliment. Je vous prends un cas simple. Mettez de l'eau dans une bouteille. Vous buvez, à l'instant, l'eau n'a pas de goût. Revenez un mois après. Buvez la même eau. Le goût a changé. Tout à fait. Vous croyez que c'est venu de ça tombe du ciel ou bien c'est un phénomène ex nihilo? C'est tout simplement parce qu'il y a une diffusion de ces substances-là vers le produit que nous consommons. C'est pour cela que toutes les bouteilles d'eau ont une date de péremption. C'est pour éviter les risques de contamination de ces substances qui migrent vers l'aliment que nous consommons. Maintenant, vous demandez qui est responsable? C'est le gouvernement. C'est ce gouvernement qui a ses lois, des lois même toutes crétines. Je vais vous prendre un exemple simple. L'article 43, je crois si je ne me trompe pas, de la loi 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre sur la gestion de l'environnement. À l'article 43, c'est bien clair. Tout générateur de déchets a l'obligation de le détruire jusqu'à son état d'innocuité. Innocuité, c'est l'étape où le déchet ne peut plus avoir un problème, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur l'homme. Et même la santé de l'animal, parce qu'aujourd'hui, on parle de All Earth. Quand vous allez... Si nous avons travaillé avec une ONG à Yaoundé, le Centre de recherche de l'environnement et puis de l'éducation pour le développement, CREP, je dis bonjour au docteur, à mon ami le docteur Kapoui. Nous avons fait des travaux de caractérisation des déchets dans des tasses d'aujourd'hui à Douala. D'abord, vous verrez que les déchets plastiques les plus dominants sont les ce qu'on appelle les polyestyrènes de basse densité, les PHDS, des PHDS. Je ne connais pas c'est des déchets, c'est les emballages qu'on utilise pour conditionner par exemple le lait en poudre, pour conditionner par exemple le savon en poudre. C'est ça que vous trouvez le plus dans les tas d'ordures ménagères. Mais quand c'est des substrats de communication, je parle à un journaliste, comme c'est des choses sur lesquelles on fait la publicité, on connaît exactement qui produit... c'est pour ça que j'ai posé la question aussi, les industriels. On sait qui produit par exemple, ce savon en poudre, celle en poudre. Pourquoi on ne les attaque pas? C'est la question qu'il faut se poser. Là où nous étions à Songonga, nous avons vu tout un tas de plastique vide d'eau en sachet. Mais le nom du produit est là. Mais ça ne fait rien à personne. Donc après, le gouvernement sont les industriels alors? Après, quand je dis gouvernement, je laisse même le gouvernement parce que nous sommes dans la décentralisation. En fait, moi je pense que les collectivités territoriales décentralisées, à savoir les communes d'arrondissement, ne font pas très bien leur travail. Parce qu'on leur a donné des pouvoirs exorbitants. Il y a un décret là que je ne voudrais pas citer ici, qui vit des compétences énormes aux communes de lutter contre la pollution. Tout à fait. Rien n'empêche un maire
de faire ce travail. Parce que la loi lui donne les compétences. Il suffit d'une délibération municipale. Sur le terrain, il fera le travail. Elle fera le travail si on parle de la commune. Avec cette décentralisation-là, il n'y a pas... Non, c'est différent. Et la collecte... Non, c'est différent. Non. Monsieur Pout, vous parlez à un expert. On n'a pas parlé de ramassage d'ordures. Lorsqu'on va arriver sur le chapitre de ramassage des ordures, on va parler de la précollecte. Je parle ici de la lutte contre les divers types de production. Sur la responsabilité. Il est sur la responsabilité. Je dis que, et je parle de ce qui est dans les textes. Que vous prenez le code, je ne parle pas de ramassage. Quand on va parler de ramassage, oui, on va dire que c'est les communes qui sont, les communes d'arrondissement qui ont la charge d'enlever, de faire la précollecte. Mais si je parle de pollution, on parle de la pollution. Et je dis donc qu'il y a un décret là, je crois de 2012, qui donne des compétences élargies aux communes de lutter contre les pollutions. Donc en fait, personnellement, je ne peux plus accuser le ministre en charge de l'environnement. Peut-être on a aussi peur d'attaquer ces industriels-là parce que ce sont des mastodontes. Ah oui, moi je ne voudrais pas poser cette question parce que je n'ai pas la maîtrise du sujet, mais je vous donne des exemples. Maintenant, il y a aussi la responsabilité des citoyens. Bien sûr. Comme disait quelqu'un à une certaine époque, l'exemple vient d'en haut. Si le haut ne fait rien, vous attendez quoi du bas? C'est vrai que le haut donne le temps. C'est le haut qui donne le temps. Les lois sont là pour être appliquées. Et vous n'allez pas attendre que le chef de l'État vienne balayer. Je veux bien, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord que. Je suis tout à fait d'accord que. Souvent, vous devez. Oui, je suis d'accord. Même que le jeudi, personne n'existe plus parce que les gens ferment, attendent. Le jeudi, c'était une journée de répression fiscale. Bon, aujourd'hui où on devait capitaliser pour l'impôt général synthétique a éliminé plusieurs taxes. On les voit plus sur le terrain. Müller, vous, les responsabilités, c'est à quel niveau? Vous qui êtes au quotidien sur le terrain. Moi, je vais classer ça d'abord l'État du Cameroun parce que l'État a l'obligation de faire ce qu'on appelle la sensibilisation des populations et des ménages, ne serait-ce qu'à travers des capsules. L'État peut faire des sensibilisations. Attention, les déchets plastiques causent l'inondation, ça cause le cancer, ça cause la maladie. Il y a des plaques là partout. On a même mis ne jetez pas ici. C'est là où le gars vient jeter. Il recule même la plaque là et c'est là où il met. Bon, je pense que la plaque pour moi est insuffisante. Je parle des capsules à la télévision. Vous êtes un grand média, il y a d'autres médias où ça passe en boucle. Même les radios communautaires. Voilà, la sensibilisation sur le terrain. Et là aussi, c'est là où les mairies doivent intervenir également. Et en dernier ressort, ce sont les populations. Les populations... Vous avez peur de parler des industriels? Parce que ce sont des gros pollueurs aussi. Hein. Ces industries sont positionnées au centre des grandes métropoles et qui déversent vraiment tous ces déchets-là au vu au sud de tout le monde. Je pense que les industriels payent des taxes et des impôts d'enlèvement de leurs déchets finaux, mais ce n'est pas à ces industriels-là de venir encore enlever leurs déchets alors qu'ils ont payé des taxes, bien qu'ils participent au niveau des communes, au niveau des régions, etc., etc. Donc, moi, je pense que une industrie qui est placée là pour produire ses bouteilles plastiques pour commercialiser paye déjà des taxes d'enlèvement, donc ne pourra plus venir encore enlever elle-même alors qu'elle a payé la taxe d'enlèvement à qui de droit. Non, laissez-le terminer. Non, s'il vous plaît. Laissez-le aller jusqu'au bout. Je ne peux pas mettre les industriels dans la responsabilité. On respecte l'opinion des uns et des autres, oui. Oui, je ne peux pas les mettre parce qu'ils ont déjà fait ce qu'il faut. Mais je pense que c'est l'État, les collectivités et les citoyens qui doivent jouer. Voilà, parce qu'ils ont des moyens pour le faire. D'accord. Alors, Youthfis, les entreprises productrices de plastique doivent-elles être contraintes à financer le recyclage? Parce que ça fait partie des options pour cette célébration. Cette problématique est mondiale. Elle ne relève pas seulement du contexte camerounais, parce qu'en réalité, si vous vous souvenez bien, dans toutes les COP, à chaque fois où on est les pays du Sud-Sud, ils disent, mais nous aussi, nous voulons nous développer. Nous aussi, nous voulons progresser. Et si vous nous demandez aujourd'hui de mettre sur pied une industrialisation écologiquement acceptable, ça voudrait dire que nous n'allons jamais nous industrialiser. Parce que les technologies n'ont pas évolué. Vous pouvez reculer votre micro? Parce que les technologies n'ont pas évolué. Et vous allez remarquer, par exemple, que les plus gros pollueurs, eux, se sont même retirés de bon nombre de ces accords-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est difficile d'allier compétitivité des entreprises avec écologie
et production et protection de l'environnement. Et autre chose, n'oublions pas aussi que lorsqu'on parle donc de compétitivité des entreprises, attractivité de ces entreprises, il faudrait plus d'investissements, création des emplois, il faudrait sauvegarder le tissu industriel et tout. Ce sont des problématiques qui sont sur la table et qui font en sorte qu'à un moment donné, les questions d'ordre écologique, qui sont essentielles, bien sûr, parce que nous constatons le dérèglement climatique qui est lié aux effets de serre et c'est aussi lié à tous ces éléments de pollution. Mais, de grâce, il n'est pas facile pour les pays du Sud de pouvoir mettre sur pied le cadre normatif du respect des normes environnementales. Mais nous allons dire ceci. Effectivement, si la demande ne suit pas, les industriels sont véritablement à l'écoute du marché. Si le marché ne consomme pas, ils vont s'aligner par rapport à la demande. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous-mêmes qui sommes les consommateurs, nous pouvons réduire la consommation et l'usage des produits plastiques. Vous allez constater que nous avons par exemple des bonbonnes d'eau minérale de 10 litres, mais nous préférons parfois pour le luxe multiplier autant de petites bouteilles de 50 litres, d'1,5 litre, ce qui nous multiplie les bouteilles. On commence par le conseil régional. Et cette multitude de bouteilles, effectivement, cause un problème dans le cadre maintenant du traitement de ces déchets. Bon, mais le positionnement du produit donne l'impression que lorsqu'on a pris le bidon de 10 litres, on croit que ce n'est pas la même eau. On a l'impression qu'on n'est pas en train de boire l'eau de très bonne qualité, de haute facture. Pourtant, en réalité, c'est juste un problème de conditionnement. Donc, les habitudes de consommation, c'est là. Même au niveau des emballages. Vous voyez, par exemple, les Européens font maintenant des courses avec des petits treuillets où ils mettent tout là-dedans, ils n'ont plus besoin de prendre, ils prennent directement le produit. Donc, l'emballage, c'est uniquement le conditionnement. Ce n'est plus le conditionnement, le packaging et ensuite maintenant les petits autres sacs. C'est-à-dire, c'est une multitude de déchets qui ne nous servent à rien du tout. Il faudrait que le système de pré-collecte, de tri soit effectif. Je viens sur ce point-là tout à l'heure. C'est très important. Les industriels, au même moment, en fonction de la technologie disponible, ils ne peuvent pas être moins pollueurs que ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui et seulement si nous ne les accompagnons pas, parce qu'il doit y avoir un accompagnement dans une évolution d'une production écologique. Pour prendre cela. Djibril, il y a le rôle des collectivités locales dans la gestion des déchets, tel qu'évoqué tout à l'heure par Didier Yimkwa. Ça semble ne pas être effectif sur le terrain. En réalité, sur le terrain, il y a des frémissements. Parce que M. Yimkwa relevait tout à l'heure que les collectivités territoriales, les communes n'ont leur part de responsabilité. Mais je pense que après le temps donné par l'État, il y a des frémissements sur le terrain. Nous voyons des cas pratiques à Tchang, par exemple, où la commune fait des choses formidables en transformant les déchets plastiques en compost, pratiquement. Ce qui fait que cet engrais biologique-là peut être réutilisé sur le terrain. Les engrais biodégradables, je veux dire. Merci, les déchets. C'est-à-dire qu'en compost, ça veut dire que il y a des initiatives. Il y a même dans la commune de Yaoundé 5e, il y a ces initiatives-là qui sont en cours et qui prouvent que sur le terrain, quand même, les collectivités territoriales se battent pour que ces déchets qui sont généralement pollués, qui polluent, soit des niches d'opportunités et des niches d'économie également. Parce que il faut préciser que dans toute la chaîne de valeur, il y a du business. Que ce soit le tri, que ce soit la collecte, que ce soit le traitement ou la commercialisation, c'est une potentielle niche pour l'économie camerounaise. Et on se souvient que c'est sous ce prisme-là que le ministère de l'Habitat a placé les états généraux qui sont déroulés récemment. Mais il y a une question à côté. Pourquoi est-ce qu'on est envahi par tous ces déchets-là? Est-ce une mauvaise politique de gestion de ces déchets-là? Est-ce un laxisme? Est-ce une volonté de nous laisser asphyxier par toutes ces poubelles partout? Il faut relever que, vous savez, il y a ce qu'on appelle la tolérance administrative généralement. Il faut relever que les industriels
en général, sont toujours prêtes à passer par les mailles du filet parce que quand le gouvernement donne le ton, et ça doit suivre. C'est vrai que c'est timide depuis 2012, il faut l'avouer. Mais on sait que le ministère de l'Environnement, avec le concours du Le ministère de l'Environnement qu'on voit seulement quand il y a le 5 juin aussi, hein, parce que normalement c'est une sensibilisation permanente qu'on devrait constater sur le terrain, parce que depuis qu'il y a ce problème d'ordures, de déchets un peu partout, on n'a pas vu une campagne réelle, comme on disait tout à l'heure, menée par le ministère de l'Environnement aussi en partenariat avec le ministère de l'Urbanisme pour véritablement travailler, attirer l'attention des uns et des autres sur cette pollution-là. On va voir le ministère de l'Environnement uniquement le 5 juin et on va attendre le 5 juin prochain. Bah, c'est vous qui le dites, Ben. La vérité, c'est qu'il y a des actions, coups de poing qui sont menées de temps en temps sur le terrain. Mais il faut relever que ce n'est pas seulement de la compétence du ministère de l'Environnement, c'est une action holistique. C'est-à-dire que tout le monde a son rôle à jouer. Quelqu'un le relevait tout à l'heure, je pense, c'est Müller qui disait il faut une action synergique. Et je pense que dans le cadre même de ce thème, on parlait de l'action collective. C'est-à-dire la communauté internationale au niveau du PNUE, on parle de l'action collective parce que ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est une affaire collective. C'est-à-dire moi, en tant que consommateur, je dois être convaincu de ce que je mène comme sujet. Je suis allé dans une région, à Bamenda, en 2013. J'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire un monsieur qui mangeait des arachides et qui a jeté les pots avec dans une écaille à même le sol. Le taximan l'a repris et lui a dit Oga, please. Take it. Donc, vous comprenez que ça veut dire que c'est le mindset, ça veut dire qu'il faudrait qu'on arrive à cette éco-citoyenneté où on comprenne que c'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous. Donc l'île, c'est pas que l'affaire de l'État. L'État donne le ton, mais nous devons suivre après. Les industriels, monsieur disait quelque chose de pertinent, il faut relever qu'il y a ce qu'on appelle le principe de pollueur-payeur. Donc ce qui fait qu'il faudrait qu'on en arrive, les États généraux en ont parlé, il est question que ce principe-là soit appliqué parce que celui qui pollue le plus doit être abusé aussi. Payé. Voilà. Didier Yimkwa, Confucius dit Didier Yimkwa, le couscous emballé dans le plastique quand tu manges ça avec la sauce gombo, mon frère. Ça a le goût. Didier Yimkwa, pardon, parle le petit français. Ça, c'est un message debout le Cameroun. Il faut aller terre à terre. Et maintenant, puisqu'on entre dans je parle terre à terre, non? Puisqu'on entre dans les solutions et les alternatives. Moi, j'ai suivi mon ami Youth. S'il veut prendre son président national à contre-pied, c'est son problème. Parce que ce que je parle ici, je ne fais pas du charlatanisme. Ce que je dis, n'importe qui peut aller le vérifier dans la loi 96/12 du 5 août 1996 portant loi 4 sur la gestion de l'environnement. Signé Paul Biya. On a compris. Oui, je n'ai rien créé. Vous le dites même depuis chaque fois. Ensuite, la manipulation des déchets est assujettie à l'obtention du permis environnemental. Le déplacement du déchet d'un point X à Y doit être accompagné d'une manifeste de traçabilité. C'est le ministère de l'Environnement. C'est pour dire ceci. Je suis curieux qu'on me dise aujourd'hui qu'une industrie qui produit les déchets, alors que toutes ces industries, toutes ces installations d'établissements classés, je suis convaincu que 80% ont un permis environnemental. Parce qu'il y a 4 types. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est que même les hôpitaux d'État aient un permis environnemental pour nous démontrer comment ils gèrent les déchets médicaux et pharmaceutiques. Vous comprenez? Parce que là, le jour où on va se lever ça, partout, hein? Voilà. Donc pour dire que... Pourquoi seulement les hôpitaux d'État? Pourquoi vous ne parlez pas de tous les... Non, tu sais pourquoi je parle des hôpitaux d'État? Parce que c'est les plus gros producteurs de déchets. Il n'y a pas de petits pollueurs. Tu as tout à fait d'accord. Je suis d'accord. Dès qu'on pollue, on pollue. Je suis d'accord. C'est tout le secteur que vous dites. Quand je le dis, c'est pour te réveiller. Parce que c'est toi qui es au pouvoir. Si tu peux nous aider à ce que... Ils sont en train de regarder, rassure-toi. Voilà. Puissent mieux gérer leurs déchets. Didier, allons aux solutions. Le recyclage, est-ce une solution durable pour vous? Oui, je suis d'accord. Ce qu'on a appelé l'économie circulaire. Bon, sauf que c'est quelque chose de très costaud. Il faut déjà créer un cadre normatif, un cadre institutionnel. Comme on a vu par ailleurs, il ne faut pas qu'on reste encore dans les discours. Parce que ce que moi j'ai entendu aux États généraux, on appelle ça des recettes en déchets humains, des ressources en déchets humains, c'est ce qu'on dit aujourd'hui.
il faut passer d'ici 2030, 2025, 2035, quelque chose comme ça, à plus de 40% de recyclage. Parce qu'aujourd'hui, on est à 5%. Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, c'est vrai, il n'y a pas seulement le recyclage, il y a aussi la réutilisation. C'est pour ça que oui, c'est la solution. Quelqu'un a dit ici, l'ordure, c'est l'ordure, comme disait Madame le ministre, Madame Mais Mathias Mwandé. Le problème, c'est que ça reste encore au niveau du politique correct, du discours. Je vous ai dit que Douala, par exemple, est en plein chantier. Ça, il faut tirer un coup de chapeau au maire de la ville. Voilà, en plein chantier. C'est vrai que nous souffrons des problèmes d'embouteillage. Et qui doivent travailler la nuit. Mais ça va aller, ça va aller. Je regrette parce que c'est des petits projets qui sont soumis, ne serait-ce qu'à un outil d'impact environnemental qui devait donner de l'argent à la communauté. Bon, je ne sais pas pourquoi. Ils ne le font pas. Je ne suis pas sûr. Parce que si, même à c'est pas le débat. Alors, solution, dans le cadre de l'obtention de la non-gestion. Ok, d'accord. Donc, pour dire que quand je regarde les pavés, tous ces pavés-là, c'est le ciment. Or, on aurait pu, évidemment, j'ai discuté avec un cadre de la communauté urbaine qui me disait que les pavés fabriqués à partir des déchets plastiques ne sont pas assez résistants. Mais on peut trouver des liens pour permettre qu'ils soient résistants, pour qu'on puisse produire des tonnes et des tonnes de pavés à partir des déchets plastiques. Avec des partenariats aussi, parce qu'il y a d'autres qui sont bien. Même Roger Mila, à un moment donné, Roger Mila avait créé sa fondation à Yaoundé, il fabriquait les pavés avec des déchets plastiques, mais malheureusement, on ne les achetait pas. Ensuite, vous savez, le plastique est un dérivé du pétrole. C'est un produit d'hydrocarbures. Lorsque vous regardez comment on produit du pétrole, au derrière, ça brûle le plastique. Rapidement. Donc, il y a aujourd'hui, je connais des gens aujourd'hui qui fabriquent par exemple du carburant à partir des déchets. Dernièrement, j'étais dans un séminaire organisé par une ONG allemande sur la chimie verte. J'ai vu un professeur d'université de Bolova qui nous a montré des travaux réalisés par une jeune dame qui est en master 2, qui produisait du carburant à partir des déchets plastiques. Et le décantant pouvait être utilisé pour fabriquer des pavés. Donc il y a même d'autres jours à Yaoundé. On a vu des alternatives, des expériences formidables qui attendent d'être accompagnées. Or, si on les accompagne, je suis convaincu qu'on risque de ne plus avoir d'ordures, on aura plutôt des voleurs d'ordures. Je pense que ça revient à ce qu'on disait. Normalement, il faudrait qu'on arrive à une logique de partenariat public-privé aussi. D'accord. Oui, allez-y. Parce que, il le relevait tout à l'heure par rapport au pavé écologique. Je pense qu'il y a même justement... Pavé. Parce qu'on réduit la pollution physique, mais on ne réduit pas la pollution chimique. Je préfère rester au niveau de pavé. D'accord. Donc, c'est pas écologique. Non, disons pavé. Il y a une entreprise de la place qui a récemment signé un contrat de partenariat, une convention de partenariat avec l'APM, je pense que c'était en février. Red Place, pour ne pas le citer. Vous allez payer la facture. Hein. Alors, on va aller au message d'Ibril, permettez, puisqu'il y a des téléspectateurs qui nous envoient des messages. Bonsoir, Madame Pidjou. La problématique des déchets plastiques et ordures est une curiosité internationale du fait de leurs effets sur le climat et partant sur la situation socio-économique des populations. De mon point de vue, le débat autour de telles thématiques nécessite en plus des experts techniques, des contributions de spécialistes de la communication pour le changement social et de comportement. Voyez-vous, pour que le but d'une gestion responsable de ces déchets soit atteint, cela dépend du comportement des gens. À la suite de votre démarche pluridisciplinaire dans le casting de vos invités, je reste disponible pour apporter ma contribution sur les sujets santé publique, animale, insalubrité, etc. Bonne émission. Il s'agit de Bertrand Bitomol. Merci pour votre contribution. C'est bien noté. Hein. J'aurai l'occasion de vous inviter sur ce plateau. Bonsoir à vous sur le plateau. La protection de l'environnement est une question de culture et non de discours sophiste, de la maternelle au supérieur, en passant par les structures administratives et les unités de production. Il faut une véritable éducation de masse avec des politiques de suivi et des sanctions. Monsieur Yimko a bien relevé que les déchets que nous rencontrons à tout bout de chemin ont une source et les entreprises concernées savent bien qu'elles devraient avoir un service de collecte et de destruction de leurs déchets respectifs sous peine de sanction de l'administration locale. André Biboum qui nous regarde. Alors vous faites de la transformation. Bien sûr, mais cette fois-ci pas les déchets plastiques, des déchets organiques ménagers. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites ? Alors, nous produisons du charbon écologique pour la consommation des ménages. Nous produisons du charbon actif pour la filtration des eaux. Nous produisons des engrais organiques
nous faisons aussi un peu de cosmétiques avec ces déchets organiques ménagers. Donc on a une gamme de produits comme ça que nous faisons avec des déchets organiques ménagers. Et ça se passe bien, c'est bien accueilli par les populations et même les pouvoirs publics. Est-ce que le gouvernement vous accompagne dans ces dynamiques-là? Oui, nous avons eu l'accompagnement du ministère de la Recherche scientifique, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, et maintenant nous sommes dans un processus avec le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Et je peux dire ici à Mondio Vision que le gouvernement s'est réveillé enfin. D'accord, ben c'est une bonne nouvelle. Il faudrait que le gouvernement se réveille davantage. Bonsoir, Didier est une mine que nous devrions exploiter. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est que les violons soient accordés pour détruire au moins les déchets générés par l'État du Cameroun. C'est un message de Ambroise Foguet qui nous regarde dans le sud Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait donc, Youth Fils, comme solution? Transformer ces déchets en mine d'or, sensibiliser davantage ou accompagner ces personnes qui sont lancées dans le recyclage ou alors dans la transformation de ces déchets pour éviter qu'on ait le décor qu'on a un peu partout là? Il faudrait qu'on ait une vision. De cette vision, par exemple, qu'on dise que peut-être nous voulons sortir du plastique à l'horizon terme. À partir de là, on met aussi des ressources dans la recherche et le développement pour pouvoir faciliter l'obtention des produits qui seront biodégradables. Mais maintenant, comment on en est arrivé là, dans le cadre d'un certain accompagnement? Juste une petite parenthèse. Lorsqu'on dit que les emballages appartiennent à celui qui les a émis. C'est la loi. Bon, oui, je dis bien, oui. Il ne faut pas violer la loi comme vous violez dans le forum du conseil régional. C'est le président Biaki a signé. Non, il comprend. Je voudrais vous donner une précision. Il existe plusieurs types d'emballages. Il y a les emballages récupérables, réutilisables. Il y a les emballages récupérables non réutilisables. Je vous prends un exemple. La flotte, par exemple, des bonbonnes de gaz. Effectivement, elles appartiennent bel et bien à la structure qui les a émises. Mais les bouteilles, par exemple, d'eau minérale... Non, tu n'as pas dit ce que j'ai dit. J'ai dit que les déchets... Oui, je parle bien. Pas le produit. Mais c'est pour ça que je dis que, en ce qui concerne les déchets, l'emballage est un déchet. Maintenant, lorsque vous achetez, par exemple, lorsque vous achetez une bouteille d'eau minérale, dans la solution, on va pas rester faire le plus à la société. La loi, c'est la loi. Il faudrait que nous comprenions très bien cela. Allons aux solutions. Maintenant, nous disons, dans le cadre des solutions, effectuer d'abord une bonne tri au niveau des ménages et que les ménages sachent que je ne dois pas laisser mes ordures ménagères partout et n'importe où. Il faudrait que les sanctions qui sont prévues par la réglementation soient appliquées dans le sens le plus strict possible. Parce qu'en réalité, on est à un niveau d'incivisme notoire. Et c'est cet incivisme notoire qui donne donc un laisser-aller et qui donne une impression que nous avons des villes sales. C'est pas l'impression, les villes sont sales. Et le Premier ministre l'a dit. Mais regardez très bien là où les citoyens sont disciplinés. Dans notre propre pays, vous allez constater que ces villes sont très propres. Vous voyez par exemple les villes des zones anglophones où il y a une certaine mentalité, telle que ça a été souligné. Ça ne voudrait pas dire que les politiques publiques ont changé. Ce sont les mêmes politiques publiques, mais la mentalité des populations fait en sorte que cet environnement est maintenu propre. On peut faire le parallélisme même par exemple avec la circulation, et ainsi de suite. Dans une ville comme Bafoussam, vous allez trouver que les motos sont disciplinés. Vous allez trouver que les motos respectent les feux de signalisation. À Douala, les mêmes qui quittent Bafoussam, s'ils arrivent à Douala, non, c'est comme s'ils ont perdu la mémoire. Bon, donc à ce niveau-là, il faudrait une application stricte. J'ai souvent vu au niveau des terres pleines, on voit des concitoyens qui viennent verser les ordures ménagères à même le sol. C'est incroyable. Dans un boulevard, vous voyez les concitoyens qui le font. Ils n'ont même pas eu besoin de trier, rien du tout. Ils versent à même le sol. À partir de ce moment-là, le sol est pollué. Et vous allez nous dire que quoi? Dès que 2-3 pluies, la ville de Douala est la deuxième zone la plus arrosée du pays. L'eau de ruissellement va emporter les bouteilles d'eau qui vont se retrouver dans les caniveaux et ça va boucher. Donc il faudrait qu'on aille progressivement. Et maintenant qu'on mette sur pied la chaîne de valeur dans le cadre donc de la transformation des déchets
et des ordures ménagères, y compris le plastique. Parce qu'en réalité, on peut en arriver jusqu'à la production de l'énergie électrique. Oui, Donc, ceci est possible. On peut également décider que pourquoi nous n'avons qu'une seule société de verrerie. Nous pouvons en avoir 10, 20. Pourquoi? Aussi de ramassage. Et on peut continuer. Non, la société, par exemple, au niveau du ramassage, on a éviter aussi le monopole. La concurrence permet aussi de redynamiser le secteur. Oui, mais il faudrait aussi que nous soyons à même d'avoir une trésorerie, de payer. Et il faudrait aussi... Réduire le train de vie de l'État. Le chef de l'État l'a dit, ça va permettre de financer d'autres projets, un peu comme lutter contre ces... Payons nos impôts. Parce que nous, quand on continue à dire que l'économie est à 70% dans les formels, ça veut dire que nous ne payons pas nos impôts. Djibril, comment inciter les citoyens à adopter donc des comportements responsables en cette période où on célèbre la journée de l'environnement? Lille, je pense qu'il est important d'éduquer les masses. Et c'est quelque chose de fondamental et on doit aller vers là. L'État a un grand rôle à jouer et les médias également, parce qu'il est question que les médias puissent prendre le lead aussi dans ce domaine-là. On ne parle pas seulement de politique tout le temps. Et que l'on puisse éduquer les ménages, qu'on puisse éduquer les consommateurs. Surtout en zone rurale, il faudrait qu'on mette également à contribution les radios communautaires, pourquoi pas. Et ce qui fait qu'il serait important même de former les promoteurs de ces radios communautaires, les médias en général, sur ces questions spécialisées. Parce que généralement, vous voyez, monsieur Yim, quelqu'un a posé la question, parce que parfois le langage est un peu hermétique. Il faudrait que l'on puisse rendre le langage terre à terre, afin que les populations comprennent qu'elles ont un très grand rôle à jouer dans la préservation de notre environnement. Parce que c'est tout ce qui nous restera. Puisque Didier Yimkwa est le prescripteur du mouvement Écologie en Marche, et que vous avez la parole qui passe en cette journée, il faut donner le message qu'on doit retenir pour ce 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Il faut que je le dise encore. Le problème se trouve au niveau de Yaoundé, à la présidence. Et puis, je me réjouis parce que j'avais suivi à Yaoundé, lors des États généraux, le discours d'ouverture de... On est en train de sortir, donc il faut... Madame Kouta a dit, c'est le vœu. Ça dit, cet événement est un vœu du chef de l'État. Et je dis donc que le président avait pris des engagements en décembre 2015 à la COP21 à Paris. Si les instructions du président Biya avaient été respectées 2015-2025, on ne serait pas aujourd'hui en train de débattre sur les ordures ménagères. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ces instructions? D'accord. Donc, pour cette journée, on respecte les instructions du chef de l'État. Non, il faudrait qu'on donne une précision. Bon nombre de pays qui ont été signataires des accords de cette COP21 ont constaté, par exemple, que les échéances qui ont été données n'ont pas permis à ce que les agents économiques, les industriels et les opérateurs économiques qui doivent s'arrimer à cette norme-là ne pouvaient pas. Notre problème. Je vous donne un exemple, par exemple, au niveau des véhicules. L'Union européenne a reculé, par exemple, au niveau des véhicules électriques. Parce qu'en réalité, c'est très difficile à pouvoir mettre ces politiques. Pour le moment, ce qu'on doit dire, c'est que les engagements doivent être respectés. C'est ça, Didier? Oui, il faut respecter les engagements. Tant que le discours entre le président Biya et ses ministres, il y a un vide, un fossé. D'accord. Ces discours, tant que ces instructions ne sont pas respectées, on ne sortira pas de l'auberge. S'il plaît à Dieu, l'année prochaine, le 5 juin, on sera encore ici avec vous et les deux autres. On respecte notre soin. Oui, vraiment une seconde. Une seconde. Si l'État oblige les entreprises à acheter les déchets plastiques, je vous assure, dans 2 mois, il n'y aura plus de déchets plastiques. Merci. De toutes les façons, on a besoin d'un monde plus propre, durable et plus responsable. C'est ça le message fort de ce 5 juin qui marque donc la journée mondiale de l'environnement. Demain, Didier sera encore sur le terrain avec d'autres experts. On a dit que vous êtes une mine d'or à exploiter. Félicitations pour le travail que vous abattez. On espère qu'un jour, vous vous retrouverez au ministère
ministère de l'Environnement pour partager cette expérience-là. Prescripteur du mouvement Écologie en Marche, ça a été un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Djibril Kenfak Sado, journaliste à Cameroun Business Today. Il y a des téléspectateurs qui demandent que je vous invite plus souvent sur ce plateau. Muller Nandou Tenkou, CEO Kemit Écologie Transformation de déchets. Merci de votre disponibilité. Jean-Claude Youtfils, merci d'être venu, homme politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et tous les participants à ce débat via les messages. Merci. Demain, exceptionnellement, Mathieu Fangwa sera ici pour le débrief de l'actualité, parce que demain, il y aura une cérémonie à l'université de Douala organisée par le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de ce côté-là, où votre modeste personne va recevoir l'étoile d'or. On viendra peut-être lundi prochain, si Dieu le veut, célébrer cela avec vous. Merci à l'université de Douala pour cette reconnaissance-là. On aura l'occasion d'en parler juste derrière le 19h50. Présenté par Alain Gislain Kanga. Et merci surtout à l'équipe technique pilotée depuis lundi par Colin Soubonchouan et le petit Eddy qui ont fait un coucou. Bonsoir.